Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Corinne au 39-21. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Corinne et quel âge avez-vous? Alors, j'appelle de Bernoux dans l'Aisne Oui. et j'aurai bientôt 58 ans. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous amène Corinne, dites-moi? Alors, moi, je vous appelle pour parler un petit peu des conditions actuelles en Ukraine et puis des réfugiés qui arrivent nombreux sur notre territoire et notamment d'une famille qui est arrivée chez moi. D'accord. Vous avez fait la demande d'accueillir cette famille? Alors, j'ai pas tout à fait fonctionné de cette façon-là parce que c'est une famille que je connais depuis 2004. Et pour moi, l'horreur a commencé en fait le 24 février à 5 heures du matin quand je Oui. me suis réveillée et que j'ai allumé la télévision pour regarder les informations en fait. Et là, j'ai compris l'horreur de la situation, l'urgence de les appeler et de comprendre, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passait parce que je suis restée sidérée devant mon écran de télévision. Mhm. Euh, Donc, Qu'est-ce que vous avez Donc en fait, fait? ça a commencé comme ça et Oui. je les ai eus au téléphone, donc enfin en visio, on s'est parlé en visio et ils m'ont expliqué qu'ils étaient terrorisés, qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes cette situation, qu'ils avaient entendu des bombardements, que c'est une famille qui résidait sur Jytomyr et au-dessus de Jytomyr, en fait, donc Jytomyr c'est entre Kiev et Lviv et Tchernobyl au-dessus. Donc D'accord. c'est une ville au-dessus de laquelle il y a des aéroports militaires qui ont été bombardés donc dans la nuit la matinée du 24 février. Eux vous disaient Donc qu'ils ne s'attendaient à rien, en fait. Est-ce que vraiment les Ukrainiens, vu que vous êtes ami avec une famille ukrainienne, est-ce que ils redoutaient vraiment ce qui se passe aujourd'hui? à cette échelle-là, non, Non, ouais. non, non, Tout le monde a été non. Ils avaient surpris. connaissance de ce qui se passait en Crimée, du Donbass, mais ils avaient quand même l'impression que dans leur ville, ils étaient un petit peu éloignés de cette situation. D'accord. Hem, Dans un premier temps, donc, que faites-vous exactement? Alors moi, quand je les ai eus donc en visio, bon évidemment, nous avons pleuré ensemble, nous avons échangé sur les différentes solutions et moi très rapidement, en fait, j'étais convaincue que la solution de survie, c'était de venir en France. Oui. C'était de venir en France, c'était de quitter l'Ukraine. Donc, ils ont quitté l'Ukraine assez rapidement? Alors, ils ont réfléchi très longtemps. Non, ils n'ont pas quitté l'Ukraine rapidement. On ne peut pas imaginer, même en cas de situation très urgente, qu'une famille qui travaille, qui est intégrée dans la société, ils sont chefs d'entreprise tous les deux, ils dirigent un institut de beauté, madame elle est formatrice, elle fait de la manucure, enfin bon voilà, elle a ses diplômes d'esthéticienne, elle a son salon, elle a son appartement, la maman a son appartement également. Bah, c'est compliqué de se dire à 5h30 du matin, même parce qu'une amie essaye de vous convaincre, bah oui, je pars, j'abandonne tout. C'est ça en fait. Donc ils ont réfléchi, on s'est rappelé dans la matinée, parce que dans la matinée, mais les choses, évidemment, la guerre a été vraiment déclarée, ils ont compris l'urgence de la situation et le souhait du papa, c'était de mettre en sécurité sa famille, ses enfants, enfin sa maman, son épouse. Oui. Donc ils ont eu 10 minutes pour se préparer, ils ont un peu réfléchi, mais 10 minutes pour se préparer et choisir des souvenirs pour toute une vie qui pouvaient rentrer dans le coffre de leur voiture. Oui, ça c'est extrêmement, difficile, de choisir, ce qui peut rentrer Voilà, dans un coffre de voiture. Heu, exactement, exactement. mais vous Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qu'on abandonne dans l'hypothèse de ne jamais le revoir? de jamais De jamais revenir. revoir ce Oui. qu'on a laissé dans l'appartement, même si on a bien fermé la porte à clé, même si on avait l'impression auparavant qu'une fois la porte fermée, bah, c'était un peu en sécurité, hein, tous les biens qu'ils avaient, bah non, pas forcément. Alors cette Donc là, famille, vous m'avez dit que c'était une famille d'entrepreneurs. oui, Hem,
Donc une Oui, famille oui, qui monsieur et vit. madame étaient directeurs d'un institut de beauté. Donc où il y avait salon de coiffure, salon d'esthétique, maquillage, manucure, massage. Ouais, ouais. Donc avec des employés, enfin bon, un local assez conséquent avec des employés et bon, ils étaient, tous les 2 propriétaires où ils sont. Je sais même pas comment faut le conjuguer. Ils sont propriétaires tous les 2 de leur appartement, la maman du monsieur aussi Ils ont et donc été, ils ils ont ont été, abandonné leurs biens. d'accord, ils ont tout abandonné du jour au lendemain. Voilà. Alors la maman vous dirait, en 10 minutes, ils ont tout abandonné En 10 et c'est minutes. maintenant, en 10 minutes, voilà. Parce que je pense que sur leur ville, ça a dû prendre un peu plus d'ampleur et la terreur est montée et du coup, ils ont échangé aussi sur leurs propres réseaux sociaux, sur leurs propres réseaux d'information et je pense qu'ils ont compris le niveau de gravité de ce qui était en train de se passer. Vous arrivez à communiquer par quelle langue, Alors tout cela? alors quand on veut parler à l'heure actuelle de tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de leur statut actuel sur la France, on utilise les traducteurs sur nos téléphones parce que c'est du vocabulaire que moi je ne maîtrise absolument pas. Oui. Et puis, bah, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que de toute façon, c'est nouveau. C'est nouveau pour eux, c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour la secrétaire de mairie, c'est nouveau pour la préfecture actuellement. Enfin bon, voilà, c'est nouveau pour tout le monde. Le Conseil de l'Europe s'est réuni le 3. Donc voilà, les solutions qui s'offrent à eux, elles sont récentes. Elles sont récentes, puisque à l'heure actuelle, ça n'est pas le statut de demandeur d'asile politique, parce que ce ne sont pas individuellement leur propre vie qui sont menacées. Hein, ils vont demander le statut de protection temporaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le statut qui a été validé par le Conseil de l'Europe. Donc c'est un statut qui avait été évoqué en 2001 au moment de la guerre avec l'ex-Yougoslavie, mais qui n'avait jamais été mis en place. Donc là, ça veut dire qu'au niveau de l'Europe, toutes les propositions pour les personnes ukrainiennes seront identiques. D'accord. Et avec le statut de la protection temporaire, alors si jamais la situation en Ukraine s'améliore, ils ont la possibilité de repartir chez eux s'ils le souhaitent, ou de rester sur le territoire français, mais au moins d'aller vérifier que leurs biens en Ukraine sont toujours présents, où ils pourront éventuellement récupérer des choses, qu'avec le statut de réfugié politique, les personnes ne peuvent plus jamais retourner dans leur pays. Mmh. Que pensent-ils, arrivent-ils à vous parler de ce qui se passe, de cette guerre? Que pensent-ils de cette guerre? Ils sont effrayés. Ils sont effrayés par la violence des choses, parce qu'ils voient aux informations Oui. des cibles qui sont touchées. Parce que là, on n'en est plus à ne pas toucher des cibles civiles. Hein. Ça, c'était dans l'illusion des débuts. Donc, ils sont effrayés. Ils sont effrayés. Ils regardent les informations sans arrêt. Une école a été détruite à 500 mètres de chez eux. Le jardin d'enfants où va leur petit dernier qui a 4 ans et demi a été détruit. Ça n'est plus que des ruines. Ils ont des amis à qui ils téléphonent encore régulièrement, qui leur disent que déjà il n'y a plus rien dans les magasins. Enfin bon, et c'est une tristesse permanente, avec une crainte permanente et un stress qu'on peut à peine imaginer, quoi. Ouais. Parce que quand ils ont eu vidé leur voiture, ils avaient chacun un sac à dos prêt pour descendre dans les sous-sols, dans les caves, dans les bunkers, avec quelques victuailles en conserve, quelques fruits, de l'eau, un petit peu de produits d'hygiène et des bougies avec des allumettes. Ouais. Donc tout le monde avait un sac comme ça. Donc c'est ça le quotidien. Alors il y en a qui disent que en fait ça sonne tellement qu'en fait ils descendent même plus, ou alors ils sortent plus. Ils ne sortent plus. Ils sont en rapport avec des personnes qui n'ont pas pu fuir, elles, là? Alors, ils sont en rapport avec des personnes qui n'ont pas pu fuir, parce que malgré tout, même s'ils ont une très vieille voiture avec beaucoup de kilomètres, ils sont privilégiés parce qu'ils avaient un véhicule pour partir tous. Hein, donc, ils sont dans cette voiture, ils sont montés, donc le couple,
avec la maman du jeune homme, les 3 enfants et le petit chien et le coffre rempli. Pour ne plus jamais revenir, en fait, en tout cas pour revenir dans longtemps, Bah, hein, comme vous dites. au moins pour fuir la guerre et se mettre en sécurité. Alors comment ça s'organise, en fait, là, pour eux? Alors alors je vais revenir sur le comment ils sont partis, hein, parce que bon, donc le 24, ils sont partis. Ils n'ont pas trouvé de carburant, ils n'ont pas Mmh. trouvé d'essence. Il a juste trouvé 20 litres d'essence, donc ça remplit pas un réservoir. Donc en fait, il a décidé non pas de se diriger directement vers la frontière, mais de redescendre, dans le sud, en dessous de Jytomyr, sur un petit village où en fait, à ce moment-là, il y avait encore pas trop d'impact, de guerre et il a pu faire le plein de la voiture dans la soirée et dans la soirée du 24, ils ont réellement pris la route en direction de la frontière. Alors j'aurais peut-être plus la date exacte, mais la loi martiale a été évoquée. Donc en fait, les conséquences de la loi martiale, c'est que tous les hommes de 18 à 60 ans, alors de 18, ça c'est dans les textes, hein, mais c'est de 15 ans à 60 ans, sont mobilisables. Mmh. Et donc sa crainte, c'était d'être refoulé ou arrêté à la frontière. Donc le vendredi, en fait, il m'a envoyé un texte que j'ai traduit et qui stipulait que les papas de 3 enfants et plus n'étaient à l'heure actuelle pas mobilisables. Les papas d'enfants en situation de handicap n'étaient pas mobilisables non plus. Donc, moi, quand il m'a expliqué ça, quand j'ai eu traduit le texte, ben, évidemment, je les ai rappelés et il s'est mis à pleurer en me disant que c'était le petit dernier de 4 ans et demi qui lui avait sauvé la vie et qui lui avait permis de rester avec toute sa famille. Parce qu'entre deux, nous avions ensemble évoqué toutes les solutions. C'était soit il réussissait à passer, soit il laissait passer son épouse avec sa maman et les 3 enfants et le petit chien, soit il savait pas en fait. Il savait pas. Donc du jeudi où ils sont partis jusqu'au samedi après-midi où ils ont passé la frontière, on a vécu dans l'angoisse de ne pas savoir. Donc voilà. Ils ont Et mis ils ont combien de temps passé pour la frontière. venir donc? Donc ils ont passé la frontière le samedi dans l'après-midi. Ils se sont ensuite arrêtés le soir en Pologne. Hein, donc parce que ils sont restés très 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 longtemps à la frontière. Donc le samedi soir, ils ont dormi en Pologne, où ils ont été hébergés chez des connaissances. Oui. Ils se sont reposés, ils ont pu se laver, ils ont pu manger correctement, ils ont pu se dégourdir les jambes. Parce que ben voilà, quand on est dans une file d'attente en situation où on risque sa vie, on descend pas beaucoup de la voiture pour se dégourdir les jambes. Donc c'était pas simple. Et puis, ils ont repris la route le lendemain en direction d'un petit village à côté de Gorlitz. Donc c'est à la frontière allemande et Pologne en fait, où ils ont retrouvé la plus jeune sœur de la jeune femme, qui elle habite déjà sur place depuis un moment. Et ils y sont restés 2 jours parce qu'ils ont attendu de savoir si la maman de la jeune femme, enfin donc du coup la maman des 2 jeunes femmes, avait passé la frontière et ils ont passé un moment ensemble. D'accord. Et donc, ils ont repris la voiture et la route le jeudi matin pour arriver chez moi à Brno le jeudi soir. Donc ils sont arrivés le jeudi soir et comment ça s'organise pour eux, là, à partir du moment où, Alors le jeudi soir, c'était des retrouvailles extrêmement émouvantes, hein, voilà, où tout le monde exprime un petit peu le bonheur d'être ensemble, le bonheur d'être vivant, le bonheur de se retrouver. On a mangé rapidement et ils sont rapidement allés se coucher parce qu'ils étaient extrêmement fatigués. Extrêmement fatigués. Donc, et je pense que cette nuit, ils en ont à la fois profité et à la fois pas. Parce que quand on a emmagasiné autant de stress, ça peut pas s'évacuer en une seule nuit, c'est pas possible. Et on ne peut pas, à ce moment-là, tout de suite, s'endormir de façon détendue. Il n'y a pas de bouton on-off, hein. Danger, plus danger, non, ouais. non. Il faut réussir à se détendre. Donc, ils ont passé plusieurs jours à avoir très froid, à être très tendus, enfin, même les enfants.
Même les enfants, ils étaient souriants, mais au niveau du tonus corporel, c'était complètement différent, quoi. Ils étaient, ouais, on les sentait tendus et dans l'incertitude d'un devenir. Ben, bien évidemment, l'incertitude dans le devenir, ça Et doit être voilà. terrible. Ça doit être terrible pour. Ah bah, psychologiquement, c'est très difficile, hein. C'est ce que le papa avait exprimé à un journaliste, que on n'imagine même pas, quoi. Enfin, il faut se projeter vers une nouvelle vie, et une Mais nouvelle quelle vie vie! dont on ne Quelle vie! maîtrise Ouais. rien. On ne maîtrise rien. Ils n'ont rien décidé. Ils gèrent absolument rien parce qu'ils ne comprennent pas. La barrière de la langue fait que, bah, ils n'ont pas forcément accès aux informations de toutes les procédures qui sont en train de se mettre en place. Ouais. Le Conseil de l'Europe ne s'est réuni que le 3, donc bah, voilà, le temps que ça se mette en route, personne ne sait en fait. Donc Mmh. bah, voilà, les appels téléphoniques en mairie, bah, dans un premier temps, voilà, même si la municipalité de Berno a été extraordinaire et d'une extrême générosité, ça leur donne pas un statut. Ça leur donne pas un statut. La sous-préfecture n'est au courant de rien. Les préfectures nous répondent, bah, il faut attendre. Donc voilà, tout est compliqué. Tout est compliqué parce que la situation, elle est nouvelle autant pour les Ukrainiens que pour les Français, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont depuis combien de temps en France, là? Ils sont depuis, maintenant 15 jours en France? C'est ça, à peu près? Non, parce qu'ils sont arrivés samedi, donc ça fera une semaine, en Une fin de semaine? semaine. Oui, enfin, Hem, ils sont arrivés vendredi, ils sont arrivés le 4. Donc non, ça fait pas encore une semaine. d'accord Mais il y a déjà eu énormément de choses de faites. Il y a eu une extrême solidarité, alors à la fois solidarité dont ils sont reconnaissants, extrêmement reconnaissants. Ils ne savent plus comment dire merci, mais à la fois qui leur montrent systématiquement à chaque fois, bah, en fait, qu'ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. oui, c'est ça qui est terrible, hein. C'est ça qui est terrible parce que c'était des gens qui étaient intégrés dans leur société, qui avaient un C'est certain fou, c'est statut, fou. social, un Mais certain ouais, statut, culturel, et là, ils se retrouvent avec plus rien, à être dépendants de tout, pour tout. Donc mais ça, c'est c'est ça qui est compliqué. fou. C'est ça qui est fou et en Ça, fait, c'est compliqué. ils sont beaucoup comme ça à vivre, Exactement, il n'y a pas que moi je parle de cette famille parce que c'est cette famille qui vit avec moi à l'heure actuelle, mais pour tout le monde. Alors moi j'ai la chance parce que là j'ai une dame avec qui j'ai fait connaissance qui accueille normalement jeudi matin une maman avec un enfant. Donc j'ai dit à cette dame, j'ai dit mais il faudra avoir en tête que cette maman, elle a peut-être laissé un époux qui est parti faire la guerre et que ce petit garçon qui a 9 ans, il a peut-être laissé un papa. Moi j'ai la chance, ils sont ensemble, enfin le papa il est là. Les enfants ils disent papa toute la journée. Que là, peut-être, dans d'autres familles, les enfants ne diront pas papa. Et que les épouses, ben, peut-être, elles vont pleurer en silence ou pleurer le soir dans leur lit, dans l'incertitude de ce qui se passe. Parce que là encore, ils arrivent à joindre les membres de leur famille qui sont restés sur place, alors plus ou moins selon les moments. Mais je pense qu'en ce qui concerne les hommes qui sont partis se battre, à mon avis, ils ont pas vraiment le loisir de prendre leur téléphone pour faire des visios avec leur famille. mmh. Je pense que le contexte n'en est pas là. C'est fou, hein, ce que vous nous racontez parce qu'on parle de famille comme une simple famille française, en fait, Mhm. qui vivait jusqu'à il y a 10 jours, de manière normale et qui aujourd'hui, est partie Et puis aujourd'hui, à plus de voilà. 1000 kilomètres de chez elle et finalement, Mm. se retrouve dans un Ah, pays où ils ne parlent pas le français. bah, ils ne parlent pas français, puis ils n'ont pas décidé d'être là. Ils sont venus parce que moi, je suis là. Mais bon, pour construire une vie, ça suffit pas forcément. Oui. J'imagine que c'est compliqué. J'imagine que c'est compliqué pour eux. Parce Est-ce que que vous oui, aviez des liens particuliers avec l'Ukraine avant? alors moi en fait j'ai commencé à aller en Ukraine en 2000 avec une association qui à l'heure d'aujourd'hui n'existe plus, mais qui était basée dans le Nord et qui s'appelait Soleil pour les enfants victimes de Tchernobyl. Oui. Donc c'est une association qui faisait venir en France des enfants pour des séjours humanitaires, sanitaires, 1 mois, 2 mois ou 3 mois.
Mmh. Et donc j'ai commencé à accueillir, une petite fille, comme ça, en fait. Et en 2003, en fait, quand elle est revenue du séjour, on a perdu sa trace. Et la responsable de l'association m'a dit: «Bah, écoute, pour le séjour de 2004, ça va être compliqué parce qu'on ne sait pas dans quel orphelinat elle a été, orientée». Donc moi, j'avais décidé que puisque, ben, on ne pouvait pas accueillir cette petite fille que nous, on connaissait déjà depuis quelques années, que mes enfants connaissaient, parce qu'en fait, elle avait à l'époque enfin, elle a toujours juste 1 an de moins que mon plus jeune fils. Donc évidemment, bah, une relation une fratrie s'était créée entre eux et moi j'avais dit: «Non, je ne veux pas accueillir, d'autres enfants. C'est elle ou personne d'autre parce que les liens existent et que mes enfants étaient suffisamment, mal psychologiquement de ne pas pouvoir la revoir». Mmh. Et puis bon, comme je faisais le trajet, j'étais bénévole dans l'association, je faisais les trajets, avec le bus pour aller chercher les enfants et au retour sur, Villeneuve-d'Ascq, la responsable me dit: «Bah, écoute, non, je suis désolée, il faut absolument que tu me dépannes parce qu'il me reste une petite fille et j'ai pas de famille d'accueil pour elle». Bon, bah, j'ai un peu dit non et puis j'ai fini par dire oui quand j'ai vu la petite fille qui était absolument pour rien dans la situation, qui était la mienne et donc j'ai accueilli cette petite fille pour 1 mois et quand je l'ai raccompagnée, c'est là que j'ai fait connaissance avec sa grand-mère, donc Génia, qui est actuellement présente à la maison. Et donc depuis 2004, je suis allée, très régulièrement en Ukraine, entre, 1 à 3 fois par an. Évidemment, j'y suis pas allée en 2014, hein, avec, la révolution orange et je n'y étais pas retournée donc je n'y suis pas retournée de 2014 à, 2020 et donc j'étais en Ukraine en, février 2020, juste avant la pandémie. Donc voilà comment j'ai fait connaissance avec cette famille et bah, mes enfants ont noué des liens très forts avec eux parce que nous on y allait, alors moi pour mes enfants c'était des vacances, hein, donc c'était super parce qu'aucun autre copain, n'était jamais allé en vacances en Ukraine, hein. Les copains Ouais. allaient en vacances au ski, nous on allait en Ukraine donc voilà et ils ont des souvenirs de jeunesse, des souvenirs d'amitié, qui sont irremplaçables, quoi. Moi, mes enfants ont commencé à aller alors c'est pas forcément, enfin c'est pas le même principe de boîte de nuit, mais ils ont commencé à sortir en Ukraine avec les copains. Donc ça ne s'oublie pas dans une vie de jeune. Les premières bières, ils les ont bu avec eux. Ouais. Donc voilà. C'est Ils ont des souvenirs, on a des souvenirs communs, on a une vie en commun, on a un passé en commun. Même si on n'a pas de lien de sang, on a beaucoup en commun. Parce que moi, quand je suis allée régulièrement en Ukraine voir donc la petite fille qui est devenue ma fille adoptive dans son orphelinat, Genia, donc la grand-mère, m'a beaucoup accompagnée, a beaucoup servi de traductrice pour moi. Enfin, bon, s'est beaucoup exprimée en mon nom pour me faciliter les choses, pour m'ouvrir les portes de certaines administrations. Donc, c'est des choses que je ne peux pas oublier. Et j'ai été reçue chez des gens simples, avec peu de moyens, mais d'une façon, exceptionnelle avec le cœur sur la main, prêts à partager, tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour cette famille? Explique-moi, Corinne. Alors là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, donc nous avons, fait l'enregistrement des documents administratifs à la préfecture. Nous attendons le retour de la préfecture pour savoir s'il faut doubler, cet enregistrement auprès de l'OFPRA, donc l'Office français de protection, des réfugiés apatrides. J'attends, le rappel de l'assistante sociale de mon secteur pour pouvoir engager les premières démarches administratives auprès de la caisse d'allocations familiales pour qu'ils puissent avoir une petite autonomie financière, avec, une aide également pour les enfants, une aide pour la grand-mère qui elle est retraitée, hein, donc voilà et c'est pour ça que ce statut de protection temporaire donne accès à des aides immédiates. Que la demande d'asile, politique, c'est beaucoup plus long et par exemple pour la grand-mère, il faut avoir séjourné un certain temps sur le territoire français pour pouvoir bénéficier des aides. Donc là, ce statut de protection temporaire peut également permettre
aux parents de chercher du travail. Parce que ce ne sont pas des assistés. C'est pas des personnes qui avaient l'habitude de bénéficier des aides sociales. D'ailleurs, en Ukraine, il y en a très peu. Ça ne fonctionne Ouais, pas de cette ouais, façon. ouais. Hein. Donc voilà, ils sont habitués à travailler. Ils ne sont pas habitués à être oisifs dans un logement et à attendre que quelqu'un remplisse les placards, le frigo, enfin, et leur donne ce dont ils ont besoin. Non, En tout cas, on souhaite non, non. bien Ils ont évidemment. envie de s'intégrer. Ils ont envie de s'intégrer. Ouais, mais en plus, ils savent que nous sommes partis, en tout cas qu'ils sont partis plus que nous, finalement. On est parti dans une guerre qui va s'éterniser et Voilà. en tout cas Mm. qui va les voir rester pas mal de temps en France. Donc oui, il faut Voilà. Oui, maintenant. donc c'est ce dont nous discutions avant que nous soyons à l'antenne ensemble. Justement, je leur parlais de ce statut de protection temporaire, du statut de demandeur d'asile politique et des différences. Et voilà. Et bah, ça oblige à réfléchir et ça oblige à se projeter dans un avenir qui finalement est encore un couloir sombre. En tout cas, on espère bien évidemment que cette famille trouvera sa place et que les choses s'adouciront pour elle, même si il est difficile d'être heureux quand on sait ce qui se passe de l'autre côté, là-bas, à plus de 1000 kilomètres. Merci Corinne pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et bravo pour l'aide que vous apportez. Et puis on souhaite bien évidemment plein de courage à cette famille. On vous souhaite une bonne nuit, Et, Corinne. eh ben merci beaucoup Au revoir. Olivier et puis au revoir et bon courage à tous les Ukrainiens qui Merci. arrivent chez nous. Au revoir. Merci, au revoir.